Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous d'actualité, de décryptage par le prisme de la culture. Est-ce véritablement la fin de la com? Une interview d'Arnaud Benedetti, professeur associé à Paris-Sorbonne, auteur justement de la fin de la com. Suivi du décryptage de la communication politique par la culture avec les esprits critiques Marcel Petriccioli et Xavier Affre. Nous nous interrogeons souvent sur la communication politique, débattons de l'importance de la com dans l'espace public. Ce soir, je vous propose de regarder une interview avec l'un des meilleurs spécialistes de la communication, enseignant associé à la Sorbonne, Arnaud Benedetti. Bonsoir Arnaud Benedetti, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous publiez aux éditions du CERF La fin de la com, après un bref historique des penseurs, concepteurs de la com moderne. Vous l'écrivez, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous dites, la com est la langue universelle des oligarchies. Oui, c'est vrai qu'elle est un moyen pour les élites d'essayer de transmettre des messages et de faire adhérer les opinions publiques à leur façon de gouverner et à leurs intérêts. En tout cas, elle a été créée à l'origine à travers ce prisme-là, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas évolué par la suite. Mais en tout cas, la communication à l'origine est un instrument de ce que les Américains appellent le soft power, c'est-à-dire un instrument au service du pouvoir qui vise à susciter une influence qui permet aux opinions publiques d'adhérer en effet à une façon de gouverner. En quoi est-ce la fin de la com, Arnaud Benedetti? Alors, ce qui est vrai, et c'est ce que l'on constate maintenant depuis globalement une vingtaine d'années avec la révolution Internet, c'est que les stratégies de communication qui privilégient la maîtrise de la relation à l'opinion. En fait, qu'est-ce que c'est la communication? La communication à l'origine, c'est de voir comment on va pouvoir domestiquer et maîtriser la communication avec un ensemble de techniques qui permettent à un message d'être entendu par des récepteurs. Ça, c'est le cœur des métiers de la communication. Avec la transformation que suscite Internet, avec l'émergence des réseaux sociaux, avec l'émergence des chaînes Tout Info, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'espace public, qui est une composante essentielle de la vie démocratique, cet espace public est d'une certaine manière hystérisé. Et les politiques ont de plus en plus de mal à maîtriser leur communication. Et on voit bien, les 2 derniers mandats des 2 derniers présidents de la République ont été particulièrement perturbés par des problématiques de communication, parce qu'on a vu tant avec Nicolas Sarkozy qu'avec François Hollande, des présidents de la République qui ont toujours été à la recherche de la maîtrise de leur communication et qui ne sont pas parvenus à maîtriser cette communication. Vous l'expliquez d'ailleurs, ces 2 exemples dans le livre. Alors, si la maîtrise de la communication, si j'entends bien, la maîtrise de la communication est essentielle pour faire comprendre, pour manipuler, je vais oser le terme, manipuler les opinions publiques, je dis les opinions publiques, Arnaud Benedetti, est-ce qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, président de la République, avec cette idée du maître des horloges, cette vieille idée finalement du maître des horloges, héritier de la parole mitterrandienne, est-ce qu'aujourd'hui il y a un retour quand même à une maîtrise plus forte de la communication politique, ou c'est juste Emmanuel Macron est quelqu'un qui a été profondément traumatisé par la façon dont François Hollande a communiqué et dont François Hollande a géré sa relation avec les médias. Il considère que l'un des échecs du mandat de François Hollande, c'est justement l'absence de maîtrise de communication. Et donc, il a essayé de recréer une distance vis-à-vis des médias en essayant d'être maître de l'agenda médiatique et de l'agenda politique. Or, la difficulté pour lui, c'est ce qu'il a plutôt d'ailleurs assez bien réussi en début de mandat. On constate qu'il a redonné une certaine forme de maîtrise à la fonction à l'international, dans la façon de scénariser la fonction présidentielle, en gardant une forme de distance avec les médias. Sauf que, à partir du moment où il rentre dans le temps de l'action politique, et le temps de l'action politique, c'est à partir du moment où il va disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le temps de l'élaboration des politiques publiques. Il va se heurter aux difficultés de ses prédécesseurs, c'est-à-dire la maîtrise de sa communication, la maîtrise de son agenda médiatique. Et on voit que depuis le mois de juillet, cette communication a considérablement évolué et qu'il ne maîtrise plus aussi bien sa communication qu'il ne l'a maîtrisée dans les toutes premières semaines de son mandat. Finalement, la communication politique est une méthode, est un moyen,
un levier d'action vieux comme le monde. Vous l'écrivez aux États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle, la démocratie et les marchés, déjà, les marchés, érigent les opinions comme une figure tutélaire de la modernité. Déjà les marchés. Oui, parce qu'avec l'émergence de l'économie de marché, l'émergence du capitalisme, l'émergence de la société de production de masse et de consommation de masse, vous avez besoin d'écouler des produits. Donc pour écouler des produits, vous avez besoin de les promouvoir. Donc qui va promouvoir ces produits? Ce sont des publicitaires. L'un des grands inventeurs de la communication, c'est un publicitaire qui s'appelle Lasker, qui est un ancien journaliste, qui va inventer la publicité moderne et les codes de la publicité moderne avec cette idée qui est une idée totalement révolutionnaire à l'époque et qui peut apparaître d'ailleurs particulièrement perverse et malsaine, qu'il faut parfois subvertir les besoins réels des consommateurs pour imposer de nouveaux besoins aux consommateurs. C'est un des codes, un des modes de fonctionnement de la publicité. Donc la publicité, qui est le mode de communication des marchés, a son pendant avec la communication politique, qui est le mode de communication des politiques. Et publicité et communication politique émergent en même temps. Et d'ailleurs, David Lasker, qui est un publicitaire, va prêter ensuite ses services de publicitaire à des hommes politiques. C'est le premier, en fait, communicant. Mad Men, Spin Doctor. C'est un des premiers Spin Doctors, puisqu'il va aider un certain nombre de candidats à la présidence de la République aux États-Unis à mener leur campagne. Donc il y a bien évidemment un lien très soutenu entre le monde de la publicité et le monde de la communication politique, tout au moins à ses débuts. Est-ce que vous considérez qu'encore aujourd'hui, nous sommes dans la République des coups de com'? On voit bien que, en tout cas, l'actualité récente nous montre que la politique de communication a joué un rôle essentiel dans le débat politique. Sauf que, si vous voulez, et c'est là que les politiques ont de plus en plus de difficultés à maîtriser leur communication, c'est que comme nous vivons et comme nous sommes socialisés dans un univers de plus en plus communicant, nous sommes de plus en plus habitués à la communication, nous sommes de plus en plus habitués au code de la communication, c'est que nous autres récepteurs, nous sommes capables de décrypter et de comprendre ce qui se joue derrière le miroir de la communication. Et d'ailleurs, si on parle autant de communication aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en mesure de comprendre qu'il y a de la communication dans la façon dont se comporte Emmanuel Macron et dont se comportaient également ses prédécesseurs. Est-ce que cela n'induit pas aussi que République des coups de com', omniprésence de la communication politique, de la communication publique, foncièrement, on tombe dans le commentaire quotidien, régulier, immédiat? Alors, l'immédiateté, c'est une vraie difficulté à laquelle sont aujourd'hui confrontés l'ensemble des acteurs du débat public. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une actualité chasse l'actualité très rapidement. Et le gros problème auquel sont confrontés notamment les acteurs politiques, c'est qu'ils pensent qu'en étant visibles en permanence, ils vont se recréditer en légitimité. C'est-à-dire qu'ils vont être plus crédibles parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils sont médiatiques. Ça a été le problème de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, sursaturé médiatiquement, c'était un événement par jour. Donc on a vu ce que ça a donné politiquement. Or, en effet, la rareté, à un moment donné, de la visibilité est un moyen de prendre ses distances par rapport à la pression à la fois de l'opinion publique et à la pression des médias. Et le prince, on le sait depuis Machiavel, doit être capable de garder un certain mystère autour de sa personnalité pour être tout simplement entendu et légitimé auprès de l'opinion publique. Si on évoque le prince de Machiavel, d'ailleurs dans les pages du prince, il y a, vous l'avez dit, cette idée du mystère, cette idée du secret, que l'action politique, elle était concomitante du secret. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on l'a un petit peu dit, mais pour bien comprendre, est-ce que vous considérez vraiment, vous y répondez dans le livre, est-ce que vous considérez que c'est possible? Les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. On voit bien, encore une fois, pour prendre la comparaison avec les deux septennats de François Mitterrand, que François Mitterrand, qui était un homme de secret, qui avait réussi globalement à protéger sa vie privée, avait entouré son action politique d'une aura de mystère, l'a fait dans un monde qui était
c'était un monde pré-numérique, c'était avant Internet. Ouais. Aujourd'hui, ce qui était possible sous François Mitterrand ne l'est plus du tout, parce qu'on est dans un monde d'extrême visibilité. Prenez l'exemple de la vie de François Hollande. On voit bien que même la presse française, qui avait plutôt une attitude assez déontologique quant à la vie privée des acteurs publics, depuis l'émergence d'Internet, n'a plus ces réserves, n'a plus cette pudeur, même la presse people. Donc on a changé d'écosystème et c'est ce qui rend encore plus difficile vraisemblablement aujourd'hui la gestion de la communication des politiques, et c'est pour ça qu'on peut considérer qu'on est dans une période où nous sommes en train d'assister à la fin d'une certaine communication. Alors écosystème médiatique, fortement médiatique, est-ce que vous considérez que la politique est un spectacle ? La théâtralisation du politique, ça a toujours existé. Le marketing, ne portait pas ce nom, a toujours existé. Quand Jules César écrit La guerre des Gaules, il fait un acte de marketing. C'est un acte, bien évidemment, d'écrivain, mais c'est aussi un acte de marketing pour convaincre le Sénat du bien fondé de son action en Gaule. Quand Quintus Cicéron écrit en 64 avant Jésus-Christ pour son frère Cicéron un petit manuel de campagne électorale, il fait un acte de marketing politique. Bonaparte, quand il est jeune général dans les plaines d'Italie en train de conquérir l'Italie, il va s'appuyer sur la presse naissante pour populariser son action à la fois en Italie, mais aussi en France. Donc la relation entre les médias et les politiques est une vieille relation. La théâtralisation du politique est aussi vieille depuis qu'existe le pouvoir. Donc il s'agit là de données quasiment anthropologiques, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que cette scénarisation est de plus en plus présente parce que nous vivons dans un monde où nous avons de plus en plus d'images. Et ce qui, vraisemblablement, change aussi les codes de la communication. Arnaud Benedette, c'est la fin de la com pour poursuivre cette conversation. Aller beaucoup plus loin, un ouvrage fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Un dernier mot, une réaction. Les chroniqueurs, actuellement, les chroniqueurs politiques sur beaucoup de plateaux télé, d'anciens ministres, d'anciens élus, cela vous inspire quoi ? Ce n'est pas une nouveauté. La relation entre politique et médias est aussi vieille que l'existence de la démocratie et des médias. Je prends toujours deux exemples. Georges Clemenceau est un homme de médias, il fonde l'Aurore. Jean Jaurès est un homme de médias, il fonde l'Humanité. Ce n'est pas une nouveauté, sauf qu'aujourd'hui, on a le sentiment que nous avons une accélération des transferts entre le monde politique et le monde médiatique, mais c'est peut-être dû aussi à la volatilité électorale qui fait qu'un certain nombre de politiques sont obligés d'aller chercher ensuite des postes pour garder une forme de visibilité dans l'opinion publique. Merci beaucoup Arnaud Benedette. Deuxième partie de Pendant le 20h, le moment du décryptage de l'entretien que j'ai eu avec Arnaud Benedette et du décryptage de cette thématique, la communication politique par le prisme de la culture. Alors, avant tout, un mot, qu'avez-vous retenu de cette interview, Xavier ? J'aime beaucoup les exemples cités à la fin de l'interview. Vous connaissez un petit peu Clemenceau et Jaurès pour expliquer le lien entre médias et politique. Je trouve que c'est quand même plus classe, Jaurès et l'Humanité, que Roselyne Bachelot et les émissions auxquelles elle participe. Mais bon, après, c'est juste Cette opinion est la mienne. Voilà, c'est la mienne. Moi, j'ai retenu le parallèle qu'il a fait entre les débuts de la com politique et de la publicité. Et en fait, c'est la même chose, quoi. On s'aperçoit que la com politique, c'est de la pub, tout simplement. Vous voyez comment Marcel a travaillé. Parce qu'en évoquant le début de la com politique et de la publicité, il sait très bien qu'il va faire un lien avec la bande dessinée qu'il nous propose ce soir. Parce que moi, Kennedy, je ne peux pas le faire. Oui, évidemment. Kennedy, de Renberg d'Amour, Caspi aux éditions Glénat. Oui, Kennedy, JFK, qui a mêlé la publicité à la communication politique. Le père de la communication politique, peut-être. Hein. Oui, en politique. Oui, en politique, oui. Hein. Donc c'est une BD, alors pas facile de résumer la vie de Kennedy en 46 planches, hein. C'est parce qu'elle est assez dense quand même. Alors c'est plutôt réussi parce qu'ils ont choisi un angle d'attaque assez original, pas une biographie linéaire, non. Ils se sont basés sur l'interview qu'a donné son frère, Bob, quelques jours avant qu'il soit assassiné à son tour, en 68, pendant la course à l'investiture, pour être démocrate. Donc c'est un long qui est construit tout en flashback, et à travers ces flashbacks, ça va retracer tous les épisodes politiques marquants de JFK, politique intérieure, bien sûr, avec la ségrégation, la pauvreté, la sécurité sociale, la condition de la femme, tout ça. La politique extérieure, on va parler bien sûr de Cuba et de Berlin. Et surtout, de l'utilisation, on y revient, qu'il a fait de son image en politique
les premiers pas, la télé, son débat avec Nixon, tout ça est évoqué dans cette BD. Hein. On l'a dit un peu en off, hein, le débat qu'il gagne le débat à la télé et pas à la radio. Ouais, en fait, il y avait des pôles qui étaient sondés par les grands sondeurs des années 60 aux États-Unis. Les Mad Men, ce qu'on appelait les Mad Men, ceux qui ont écouté le débat Kennedy-Nixon à la radio ont trouvé que Nixon était meilleur, et ceux qui ont regardé le débat Kennedy-Nixon à la télévision, évidemment, ont été charmés et bluffés par la force, la vigueur du jeune sénateur Kennedy. On est en plein dans la com et dans la pub. Hein. Alors c'est un album qui ne retrace pas que la vie de Kennedy, mais aussi de la famille, hein, famille, on le sait, qui était vraiment marquée par le destin. Et vraiment l'intérêt de cet album, c'est qu'il ne s'appesantit pas sur les frasques de Kennedy, que ce soit avec Marilyn et d'autres. Non, c'est vraiment la dimension politique qui est au cœur de l'album. Et encore une fois, cette communication. L'art qu'avait Kennedy de communiquer avec les médias, et surtout dans un monde en plein changement. On est dans les années 60, c'est vraiment un monde en pleine mutation. Et malgré, on connaît tous la fin, eh bien, il y a de l'attention et il y a du suspense dans cette BD. Ouais, c'est la force de cette bande dessinée. Quelques mots, Marcel, sur le dessin. Le graphisme, alors il ne faut pas s'attendre à un graphisme révolutionnaire. C'est très sobre, c'est très classique. C'est très réaliste, on reconnaît parfaitement les visages, que ce soit Kennedy, la famille, Marilyn et compagnie. Et c'est tout simplement efficace, ça sert parfaitement l'histoire. La force de la narration, la force de la rhétorique aussi chez Kennedy, l'historien Ashbin Berliner. Avec Kennedy, c'est vrai que c'est l'image, c'est vraiment ce débat Nixon-Kennedy, et moi je trouve ça épatant. Il y avait eu un documentaire il y a très longtemps que j'avais vu sur ce débat, qui est époustouflant, parce que c'est même deux Amériques en fait. C'est l'Amérique du nanti, où tout est ouvert, où son père a bien préparé la place, évidemment, et l'Amérique de Nixon, où là il a travaillé dur pour y avoir. Donc c'est terrible pour lui, parce que l'image, ça lui va pas. Enfin, à l'image, ça te convient pas, et Kennedy l'emporte sur l'image. C'est assez étonnant, et ça a été longtemps comme ça. D'ailleurs, il y a un livre que moi je conseille et que je suis en train de lire, le livre de Marc Duguin, Rentrée littéraire, Ils vont tuer Robert Kennedy, où de temps en temps, effectivement, on a cet aspect-là sur les deux frères et comment ils ont réussi leur coup de communication. Bon, ça se termine mal pour les deux, hein, quand même, mais en essayant de griller la politesse à Hoover du FBI, au vice-président Johnson. Enfin voilà, on apprend pas mal de choses aussi, et ça se complète finalement. La force de l'image, il en est question également dans le second ouvrage proposé par Marcel Petrichol, la com politique. Comme politique, tout simplement, dans la petite bibliothèque des savoirs aux éditions du Lombard. Alors, c'est une BD qui commence en 1956. Les débuts de la com, c'est un jeune journaliste qui s'appelle Napolitane. Il n'a pas de boulot. Et il va avoir l'idée de monter une agence de communication en politique. Son premier client, ça va être un candidat à la mairie de cette petite ville que personne ne connaît, dénommé O'Connor. Il va faire sa com, et en 3 points, vous allez voir. Premier point, c'est la monopolisation des médias, faire connaître son candidat. Deuxième point, c'est le relooking, dynamisme, sympathie. Et troisième point, c'est un discours axé sur les émotions. Et qu'est-ce qui va arriver ? Son candidat va l'emporter contre toute attente. Et on revient à Kennedy, parce que 4 ans plus tard, Kennedy fait appel à lui pour préparer sa campagne politique. Donc retenez bien, Napolitane, c'est de lui que vient les débuts. La force de Kennedy, en termes de communication politique. Tout à fait. Alors c'est vraiment un livre, on parle des débuts, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va jusqu'à aujourd'hui. C'est toutes les formes de communication politique que l'on trouve aujourd'hui, et y compris tous les abus qu'il va y avoir dans cette forme de communication politique. C'est vraiment c'est une analyse complète, c'est un bouquin qui est nécessaire, c'est très didactique, il y a un décryptage vraiment pertinent, et surtout même un décryptage sur les méthodes, je l'ai dit, fallacieuses de cette communication politique. C'est le pendant des que sais-je en littérature. Voilà, cette petite collection, c'est ça. La communication politique, il en est également question dans le documentaire que vous nous proposez. Bien sûr. Alors, c'est un documentaire. Eh oui, ça tombe bien, c'est le thème. Donc ce documentaire, en plus, est intéressant parce que, pour le coup, il reprend ce qu'a dit votre invité Arnaud Benedetti tout à l'heure en écoutant son interview. C'est exactement ça. Donc, j'imagine que, évidemment, ils ont dû servir du livre ou vice-versa. En tout cas, c'est une enquête d'Isabelle Foucrier. On peut le voir un petit peu partout, hein, sur toutes les plateformes du net. C'est vraiment un tour d'horizon de la communication politique. Alors, exactement ce que disait Arnaud Benedetti, qui est omniprésente partout, mais pourtant qui capte de moins en moins les gens et qui même suscite méfiance. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, hein, et le documentaire le rappelle, on sait quand c'est de la com. Je pense que ce qu'on dit le plus en ce moment sur Macron, ouais, tiens, ça c'est encore un coup de com. C'est régulièrement, ça devient presque une insulte, hein, ou quelque chose de en tout cas très négatif. Alors, le documentaire rappelle
l'apparition, alors le documentaire se situe dans les années 70, même 60, puisqu'il est question de Jean Le Canuet. Imaginez-vous, c'est un temps que certains n'ont pas connu. Kennedy à l'époque. Et oui, Jean Le Canuet, moderne, français. élection de 65, avec une affiche politique à utiliser la com. Hein. Et oui, avec l'affiche, etc. Il y avait une vraie communication derrière lui. Bon, ça lui a pas réussi. Bon, après, Thierry Le Luron est passé derrière avec Le Canuet. Il n'a pas eu cette d'autres communication politique, mais et surtout les années 80. Alors c'est Mitterrand. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Nous l'aimons beaucoup. C'est le père peut-être de celui qui a compris en se tournant vers la publicité. Jacques Séguéla, évidemment, cité là aussi. Mais ce qui est intéressant dans le documentaire, est-ce que ça pointe, c'est la crise. C'est pour ça que ça s'appelle la fin de la communication politique. La crise des communicants et de la communication telle qu'elle était faite avant. C'est fini. Ça n'existe plus, et c'est vrai que c'est du fait des médias, les chaînes info en continu. En fait, les communicants sont très vite dépassés, les politiques sont dépassés, et il n'y a plus grand-chose. Alors le documentaire montre des pistes. Bruno Le Maire qui s'adresse à ses youtubeurs ou à ses amis de Facebook, pour citer 2 exemples, où il répond aux questions avec l'efficacité qu'on connaît, évidemment, quelques pourcentages par-ci par-là, ou Jean-Luc Mélenchon, hein, qui s'adresse directement, parce qu'on veut aussi, chez les politiques maintenant, peut-être se passer des journalistes. Directement, il y a cette impression de dire on veut parler directement. Ça pose un problème, et il faut se poser la question de l'efficacité. 4e aux élections pour Mélenchon, Bruno Le Maire battu à la primaire. Donc l'efficacité se pose. Est-ce qu'on a quelques images de ce documentaire ? On a des images, vous voulez en voir ? Et s'il vous plaît. Allons-y. On a cru que la communication politique suffisait à engendrer la confiance, et pourtant, il semblerait qu'auprès des électeurs, la magie n'opère plus. La communication politique en France en 2016, elle se porte bien si vous considérez le nombre d'agences qui vivent de cette communication politique. En revanche, en 2016, la communication politique, du point de vue de l'opinion publique, des Français, elle se porte extrêmement mal. Parce que les hommes politiques n'ont jamais eu autant d'occasions de parler, de prendre la parole, et pourtant ils n'ont jamais été aussi peu écoutés et entendus des Français. Bon voilà, court extrait, mais qui synthétise un peu ce qu'on a dit finalement. Alors l'extrait n'est pas très avantageux parce que, comme c'est un documentaire, c'est sur 52 minutes, vous avez compris que chercher un extrait par-ci par-là, c'était assez compliqué. Mais je pense que la lecture du livre de votre invité, plus le documentaire, plus les BD de Marcel, vous êtes expert en communication politique. On va tout savoir sur la communication politique. Vous pouvez soutenir un candidat ou n'importe qui veut. Ou pas. Ou comprendre les messages d'un candidat. Oui. Décrypter, c'est un mot à la mode, le décryptage. Donc, décrypter les discours, décrypter un petit peu tout. Oui. Et peut-être qu'on va élire enfin un bon homme politique et pas un bon candidat. C'est souvent le problème de la conquête du pouvoir, entre la conquête du pouvoir et les affaires. Lorsqu'on est aux affaires, la gestion du quotidien, il y a souvent de grandes différences. C'était le cas d'ailleurs. Hein. C'est aussi évoqué dans le film, la période Chirac. Il y a un moment où on explique que Chirac était très très bon dans la conquête du pouvoir. Mais c'est compliqué. Mais il faudrait aussi dire à certains, alors plus candidats, parce que maintenant ils sont soit repartis chez eux, soit ils ont été élus, d'arrêter de faire campagne en permanence. Vous voyez, parce que là on a l'impression d'avoir des campagnes, des meetings qui se tiennent comme ça alors qu'il n'y a pas de campagne. Enfin, c'est terrifiant. Il y en a qui continuent encore sur leur lancée de la campagne présidentielle. On ne va pas citer de nom, mais bien sûr. Il y en a. Ça continue. C'est le cas aussi pour la série Borgen. Alors oui, cette série que j'adore, hein, donc c'est pour ça que je peux la caser, je la mets. C'est une série danoise avec, elle est ravissante, Sitz Babette Kunsen, qui a joué il n'y a pas très longtemps dans L'Hermine avec Fabrice Lucchini, donc sur la justice. Cette série est extraordinaire pour bien comprendre la politique, alors danoise en l'occurrence, mais la politique de manière générale, et les mécanismes aussi d'une démocratie, et donc forcément on y vient de la communication politique. Et puis c'est une des rares séries où une femme appartenant au centre, une centriste, gagne des élections. Ça rappellera des souvenirs à certains qui depuis quelque temps n'en gagnent plus, mais centriste, voilà, là elle gagne, elle est au pouvoir et elle se débrouille avec ça. C'est pas facile d'être centriste. Ça tape un peu du côté de votre gauche, ça tape du côté de votre droite, et il faut gérer tout ça. Et la série montre bien cette alliance, enfin vraiment les mécanismes, je tiens, de la démocratie, plus la difficulté de communiquer. On le voit ça aussi. Elle est souvent mise sur le côté, elle est souvent acculée et elle doit essayer de communiquer. Mais là, on voit dans la série aussi le côté dépassé. C'est-à-dire qu'en fait, les communiqués qui partent sont dépassés parce que les médias sont déjà là. Donc c'est fini. C'est très intéressant sur la relation entre politique et médias. Hein. On l'a un petit peu évoqué dans l'interview avec Arnaud Benedetti. Aussi ce changement de temps, d'époque. C'est avec l'irruption, exactement, avec l'irruption de l'immédiateté, des chaînes d'information en continu, des réseaux sociaux. Tout ça, c'est très présent dans Borgen, parce qu'il y a vraiment le lien entre les deux. Et surtout,
le rôle des conseillers qui contactent les médias, qui sont en rapport direct avec les journalistes. On ne le voit pas, ça c'est les hommes de l'ombre, mais qui préparent des interviews, qui analysent des situations, qui demandent parfois de ne pas publier tel article. Ça, on ne le voit pas, et dans la série, on le voit, c'est ça qui est vraiment intéressant. Les Spin Doctors. Exactement. Que l'on retrouve aussi dans votre ouvrage, dans la com politique, en bande dessinée. C'est ça qui est intéressant. On voit l'univers, les coulisses, les spin doctors qui sont là, qui rédigent les communiqués, qui mettent les mots dans la bouche, dans les discours des élus et des hommes politiques. Des psychanalystes qui sont là pour aider les hommes politiques. C'est plus la com comme on l'a connue avant. Des réalisateurs de films, de publicité. C'est tout un monde. Avant, il y avait un journaliste peut-être qui était là encore. Maintenant, ce qu'il y a autour, c'est impressionnant. Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Borgen ? Vous allez nous le dire. Et oui, ça veut dire le château. C'est le surnom donné par les Danois au siège du Parlement et bureau du Premier ministre. Exactement comme l'Élysée. Le château. Voilà, exactement. Le château. Le point commun, outre cette expression, la communication politique, dans votre documentaire, La com politique, et dans la BD sur Kennedy, et y compris la deuxième BD sur la communication politique, c'est que l'on comprend qu'au XXe siècle, et aujourd'hui, plus fortement, on ne parle plus de comme cela, on parle de science de la communication. Vous l'avez dit, hein, Marcel, c'est devenu une science. Il y a des sondages, il y a de la rhétorique. Tout cela est minutieusement travaillé par des experts, par des universitaires, pour donner des stratégies de communication. Merci à vous deux d'avoir apporté ce regard sur l'interview d'Arnaud Benedette, La fin de la com, livre essentiel pour comprendre la communication actuelle, la communication politique, et vos choix, la série Borgen, la communication politique, le documentaire, et également avec vous, Marcel, John Fitzgerald Kennedy, la bande dessinée, la com politique. Tous ces choix sont à retrouver sur le site internet de Pendant 20 heures. Merci à vous de nous avoir suivis.